Bonjour tout le monde. Désolé pour ce retard dû à des problèmes techniques. Live à partir de la foire du livre de Francfort 2022. Merci de vous connecter aujourd'hui et d'apprendre davantage sur la diplomatie économique dans un monde fragmenté. À partir de la foire du livre de Francfort, on va accueillir une série de nos talks à propos de la diplomatie économique, l'apprentissage transformateur, perspective de l'écosystème des startups et autres sujets en coopération avec Sheikh Ben Zayed Foundation. L'interprétation est disponible en français et en anglais. S'il vous plaît, vous pouvez choisir la langue que vous désireriez en appuyant sur la balle en bas de votre écran. Monsieur Abdo Medlej, bienvenue. Bonjour Anthony. Notre première séance porte sur un sujet très important et un sujet d'actualité, à savoir la diplomatie économique dans un monde fragmenté à la lumière des crises et des conflits, ce qui requiert la coopération mondiale. Abdo Medlej est attaché économique à l'ambassade du Liban à Berlin, Allemagne. Sans tarder, je vous donne la parole, Abdo Medlej, avec la question suivante. Comment la diplomatie économique pourrait bien sûr prévenir les conflits et les disparités économiques? Tout d'abord, je voudrais remercier le PNUD et la Fondation Sheikh Rachid Ben Maktoum pour accueillir cette séance sur la diplomatie économique. Bien sûr, cette fondation respectable porte beaucoup d'importance à cette question. En réponse à votre question, il s'agit d'une question très difficile. En réponse à votre question, je voudrais expliquer comment la diplomatie économique pourrait être efficiente et efficace dans un monde fragmenté. Je voudrais tout d'abord commencer par une définition de la diplomatie économique. Je vais commencer par définir la diplomatie économique. Il n'y a pas une seule définition de la diplomatie économique. Il y a de diverses définitions. La définition la plus simple de la diplomatie économique serait la suivante. La diplomatie économique est la prise de décision dans les questions fondamentales affectant les relations économiques internationales. Il s'agit d'une simple définition, mais qui aborde de diverses questions. Qui sont les acteurs? Dans quel domaine agissent-ils? Qui sont à l'intérieur de chaque pays les principaux décideurs? L'objectif pour chaque pays est la croissance économique, améliorer les relations économiques et l'environnement économique. Donc, pour la diplomatie économique, et c'est les accords commerciaux, le commerce international, tous ces sujets ayant trait à l'économie. Qui sont les acteurs? Les acteurs sont les ministères des Affaires étrangères, mais pas seulement les ministères des Affaires étrangères. Les acteurs ne sont pas seulement les États, il y a d'autres acteurs non étatiques. Voilà pour la définition de la diplomatie économique. Si vous voyez ma présentation à l'écran, vous pouvez voir la définition simple de la diplomatie économique. Mais quel serait l'objectif de la diplomatie économique?
d'une perspective nationale. La signature des accords internationaux, des accords de commerce, améliorer les exportations et faciliter l'accès au marché étranger pour les entreprises nationales, encourager les exportations, de 1, de 2, attirer les investissements directs étrangers, de 2, de 3, influencer les règles, les réglementations et normes internationales autant que possible pour servir les intérêts nationaux. Voilà pour la définition de la diplomatie économique. La seconde question, après avoir défini la diplomatie économique, comment évolue la diplomatie économique? Il s'agit là d'une longue histoire, mais si on parle de l'évolution de la diplomatie économique, il faut remonter à la Seconde Guerre mondiale. La diplomatie économique a acquis une importance majeure avec la Seconde Guerre mondiale et avec le plan Marshall en Europe. Sur ce, l'économie commençait à revêtre une importance primordiale. Puis plus tard, il y a eu une série d'événements qui y ont montré l'importance de la diplomatie économique. Il y a la montée en puissance des pays émergents, la montée du commerce mondial et la mondialisation. La création de plusieurs groupes économiques, l'interdépendance accrue entre les entreprises, puis après le Brexit. Il faut noter à cet égard que la diplomatie en général a revisité ses objectifs, son mode de fonctionnement pour ajouter de la valeur à l'économie mondiale. À l'époque de la révolution de l'informatique et de l'information, on n'attend plus les diplomates pour des rapports informationnels. Et ces derniers sont devenus obsolètes avec le transfert large d'informations et avec la révolution des moyens de communication. Donc, j'ai parlé de la définition et de la montée de la diplomatie économique. Maintenant, je voudrais parler du monde fragmenté. Qu'entend-on par monde fragmenté? Un monde fragmenté est une situation où aucun État n'est susceptible de dominer le système international. Il s'agit de la situation actuelle après la chute du mur de Berlin dans les années 90. Le monde a été dominé par une seule puissance internationale. Mais les événements ultérieurs ont démontré que ce n'était pas le cas. Il n'y a aucun État qui domine le système international à l'heure actuelle. Quelles sont les sources de pouvoir et pourquoi le monde se fragmente-t-il? Quelles seraient les sources de pouvoir? Aucun État n'est susceptible de dominer le système international. En réponse à la question « qu'est-ce qu'un monde fragmenté ?» Pour les sources de pouvoir, il y a le pouvoir militaire, le pouvoir économique, le capital, les talents humains. Mais c'est plus suffisant, il y a le pouvoir des réseaux. Quels seraient les réseaux que pourraient établir les États ou des groupes d'États pour influencer une certaine région? Il y a également le pouvoir de l'information, comme déjà précité.
Et le plus important serait le pouvoir technologique. Si l'on parle du conflit entre la Chine et les États-Unis, il s'agit d'un conflit résultant des efforts visant à dominer le monde technologique, à détenir les fils du pouvoir technologique. Donc, les sources de pouvoir sont plus diversifiées et par conséquent, aucun État n'est susceptible de dominer le système international. Il n'y a pas un seul État capable de dominer toutes les régions aux sources de pouvoir. C'est pour cela qu'on parle d'un monde fragmenté. Quel serait l'impact d'un monde fragmenté sur la diplomatie? Il y a beaucoup de conflits. Il y a beaucoup d'États qui détiennent les fils du pouvoir. Mais il ne s'agit pas seulement des États, il y a d'autres acteurs non étatiques qui essayent de jouer un rôle primordial dans ce monde fragmenté. Il y a des diffusions du pouvoir dans le domaine diplomatique et cette fragmentation mondiale conduit à la décentralisation de la diplomatie, en particulier la diplomatie économique. Le monde est fragmenté. Comment cela impacte la diplomatie? Tout d'abord, on a une panoplie d'acteurs non étatiques qui détiennent les fils du pouvoir et qui sont actifs sur la scène internationale. Donc, il y a une diffusion du pouvoir dans le domaine diplomatique. Cette diffusion est exacerbée par la technologie. Et la technologie joue un rôle vital par l'octroi de pouvoir à ce genre d'acteurs étatiques et non étatiques qui deviennent de plus en plus influents sur la scène diplomatique et sur la scène internationale. D'une part, on a la diffusion du pouvoir dans le domaine diplomatique. D'autre part, il y a un environnement plus complexe avec une multitude d'acteurs, de parties prenantes. Il y a beaucoup de questions qu'il faut aborder et cela impacte la scène internationale. Donc, on a vu l'impact de la fragmentation du monde sur la diplomatie en général et sur les affaires économiques en particulier. Comment la diplomatie économique devrait agir dans un monde fragmenté? Il s'agit là de la question la plus importante, de la ligne de fond. Je pourrais résumer ce nouveau rôle de la diplomatie économique dans un monde fragmenté comme suit. Tout d'abord, le nouvel ordre international pave la voie à de nouvelles politiques commerciales et d'investissement, à une série de politiques de standards internationaux, comme de traités commerciaux, d'instruments en matière des droits de l'homme, d'où la nécessité de prendre en considération toutes ces questions. Et là, il y a un rôle très important pour la diplomatie économique, pour négocier les différents traités, les différents accords, pour ajouter une nouvelle dimension aux dimensions préexistantes. On ne peut pas occulter, bien sûr,
la révolution technologique et les leaders de cette révolution technologique qui détiennent les fils du pouvoir et qui impactent la politique, l'information, la communication. Sur ce, la diplomatie économique devrait un rôle très important pour redéfinir et revisiter tous ces traités internationaux ou tous ces instruments internationaux. De deux, la transparence de la diplomatie économique. Chaque État devrait bien sûr préserver ses propres intérêts. Si je décide en tant qu'État d'investir, de coopérer avec un autre État dans le domaine économique, il s'agit là d'un accord économique et aussi d'un accord politique. Et tous les États du monde ont leurs propres intérêts. Il ne s'agit pas d'une question inacceptable, mais il faut payer beaucoup d'attention à la question de la transparence. Si un État voudrait investir dans l'infrastructure dans un autre État, il y a bien sûr des intérêts stratégiques à préserver. Et on a vu ces questions dans beaucoup de pays, mais l'objectif ne serait pas simplement l'investissement, mais influencer l'autre État et être partie prenante de l'infrastructure à construire. On a témoigné d'un manque de transparence dans les affaires économiques internationales. De trois, la diplomatie économique devrait envisager une coopération internationale plus large où il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de sources de pouvoir, beaucoup d'États, beaucoup de parties prenantes. Mais il y a des acteurs internationaux à ne pas occulter, comme le FMI, la Banque mondiale, la Banque européenne pour les investissements. Et toutes ces institutions ont un rôle très important à jouer pour créer un environnement pacifique. Ceci nous conduit à l'idée de la globalisation, à l'idée des développements technologiques, à l'idée des développements économiques. Mais il y a beaucoup de pays qui n'arrivent pas à se joindre à cette course, d'où la nécessité du rôle de la diplomatie économique, et ceci pourrait aider à établir la stabilité dans beaucoup de pays. Il s'agit là du rôle de la diplomatie économique et de son impact dans un monde fragmenté à travers l'établissement d'une nouvelle panoplie de règles et de réglementations. Bien sûr, il faut qu'il y ait des réflexions supplémentaires sur les moyens de relever les défis d'un monde fragmenté. Il faut résoudre les défis posés par un monde fragmenté. Il faut également adopter une nouvelle approche du leadership d'entreprise. Au niveau des entreprises, il faut qu'il y ait du leadership responsable. On a vu beaucoup d'entreprises qui ont innové et collaboré au niveau de l'entreprise, dans le domaine de la transition énergétique, dans le domaine de la décarbonisation des industries lourdes, mais il faut qu'il y ait davantage d'innovation et d'engagement à cet égard. Il faut également revisiter le contrat social.
il faut réfléchir différemment sur ce contrat social. Il faut que tout le monde y participe. Un contrat social nouveau pour assurer plus de justice, plus d'équité et pour éliminer toutes les disparités au niveau du développement qui conduisent à la fragmentation du monde. Il faut également mettre l'accent davantage sur des politiques publiques constructives. Il y a des compagnies qui ont beaucoup de pouvoir, des institutions qui ont beaucoup de pouvoir. Il faut qu'elles coopèrent ensemble pour établir la transparence, pour aligner les incitations et non diviser. Voilà pour la diplomatie économique et comment la diplomatie économique a pu changer la donne dans un monde fragmenté. Merci beaucoup. Parfait. Merci, Abdo, pour cette présentation informationnelle. Est-ce qu'il y a des questions à propos de cette présentation? Et vous pouvez poster vos questions dans la section questions et réponses. Vous avez parlé des acteurs non étatiques, Abdo, dans votre présentation. Qui sont les acteurs non étatiques? Est-ce qu'ils peuvent intervenir sur la scène internationale? Les acteurs non étatiques sont de plus en plus influents. Il s'agit des grandes sociétés, et il s'agit des ONG qui jouent fréquemment un rôle très positif et qui peuvent impacter le débat politique entre les États, entre les régions. Et il y a également les entreprises internationales qui détiennent plus de pouvoir comparé aux États. Regardez la compagnie Intel qui investit dans les pays de l'Amérique latine. Elles sont responsables de plus de 5% du PIB et elles sont capables de négocier, d'impacter les négociations. Ils ne sont pas des acteurs étatiques, mais elles peuvent influencer les États, l'agenda politique, les relations des États. Si vous voulez que les sociétés européennes investissent de façon stratégique dans d'autres pays, vous aurez besoin de l'accord des autorités locales. Sur ce, ces entreprises multinationales influencent les États où elles investissent, elles impactent les relations entre les États et elles influencent les agendas nationaux. Pour les ONG, elles jouent un rôle prépondérant pour ce qui est des droits des enfants et les ONG forcent les entreprises multinationales à respecter tous les instruments sur les droits de l'enfance. Je parle spécifiquement des droits de l'enfant, je parle des questions de l'environnement. Les ONG, elles peuvent négocier et impacter les relations entre les États également. Et il y a d'autres acteurs non étatiques comme les organisations terroristes qui jouent un rôle très négatif. On a vu beaucoup d'organisations terroristes qui sont devenues de plus en plus internationales après les attaques du septembre, les attaques contre les États-Unis.
Il s'agit là des acteurs non étatiques. Vous avez parlé des entreprises multinationales, des ONG qui jouent un rôle très important et influencent les relations entre les États. Quelle serait l'importance du partenariat entre le secteur public et privé? Est-ce que cela pourrait impacter les relations entre les États? Pour le partenariat public-privé, il s'agit là du cadre légal qui régit les relations entre le secteur privé et le secteur public. Ce cadre légal est utilisé, bien sûr, pour les grands investissements et pour les grandes décisions économiques. Imaginez que vous avez des méga-projets d'investissement en matière d'infrastructure et vous voulez attirer des entreprises multinationales pour investir dans de tels projets. Et le cadre légal serait le partenariat public-privé. Cela influencerait les relations entre les pays. Si vous voulez que ces projets soient couronnés par le succès, il faut entretenir de bonnes relations avec les entreprises et les États de l'Est et de l'Ouest. Il s'agit d'un bon exemple à suivre pour avoir un monde interconnecté qui conduirait à des relations positives et qui pourrait influencer le bien-être des pays. Merci. Parfait. À part le rôle des partenariats publics-privés dans le domaine de la diplomatie diplomatique, abordons maintenant les projets d'intégration régionale. Il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Comment les pays dans une même région pourraient travailler ensemble pour atteindre leurs objectifs? Il faut que les États dans une même région coopèrent ensemble et travaillent ensemble. Comme je viens de dire, la diplomatie économique devrait revisiter tous les instruments et tous les traités internationaux. Sur ce, tous les États devraient trouver le moyen de résoudre leurs problèmes aux conflits politiques ou territoriaux par le moyen de la diplomatie en général et de la diplomatie économique en particulier. Il faut que tous ces États travaillent ensemble et si ces États ne coopèrent pas ensemble de façon constructive et pacifique, ceci pourrait impacter la situation interne au sein de ces États ou ces pays et par conséquent, il y aurait beaucoup de problèmes et d'instabilité. Et à long terme, il faut trouver une solution pacifique et là, la diplomatie économique pourrait revêtir une importance primordiale. Je voudrais résumer les points que vous avez mentionnés, les intérêts des États, le pouvoir des pays à négocier et les différents problèmes qu'il faudrait résoudre. On vient de recevoir certaines questions.
L'une des questions porte sur la globalisation. Vous avez mentionné que la globalisation confère à la diplomatie économique une importance plus grande. Est-ce que vous pensez que cela aboutirait à davantage de fragmentation, à un cercle vicieux interminable? La globalisation a conduit à la fragmentation. Et il y a une relation causale entre les deux. Si vous avez davantage de globalisation, vous auriez davantage de fragmentation. Et les gens parlent de la globalisation ou de la mondialisation comme une atteinte à l'identité nationale. Et ils utilisent cela comme prétexte pour dire à leurs concitoyens que la mondialisation n'est pas bonne et qu'elle porte atteinte à la souveraineté nationale. Et cela va conduire, bien sûr, à la fragmentation. Et il y a un rôle ici pour les médias sociaux qui approfondissent la fragmentation. Si vous exprimez vos opinions sur les médias sociaux, sur cette plateforme, cela pourrait bien sûr se propager et cela donnerait l'impression que vous avez raison, alors que ce n'est pas le cas. Les médias sociaux propagent des idées négatives et cela conduit à la propagation d'idées extrémistes au détriment des idées pacifiques. Et cela vous donne l'impression que c'est juste, alors qu'il faut que vous portez des idées critiques sur toutes ces opinions. Oui, la mondialisation ou la globalisation conduit à la fragmentation, mais la mondialisation porte également des fruits positifs. On a témoigné cela au début de la pandémie COVID-19. La mondialisation a conduit à la dissémination des idées technologiques en matière biomédicale. La mondialisation a été attaquée comme quoi elle porte atteinte à la souveraineté nationale, mais quand même, vous pouvez protéger la souveraineté nationale et vous pouvez coopérer et bien sûr récolter les fruits. Parfait. Vous avez parlé des avantages économiques et technologiques de la diplomatie économique. Qu'en est-il des résultats scientifiques et culturels de cette diplomatie économique? La diplomatie économique, en partie, porte
sur le développement international et sur l'aide globale. La diplomatie économique ne porte pas seulement sur les profits ou les gains économiques, elle porte également sur les connaissances, elle porte également sur les avantages des relations internationales et sur le transfert des connaissances. Il faut toujours aborder la diplomatie économique à partir de la perspective des connaissances et non seulement des gains économiques. Le plus vous êtes ouvert à d'autres perspectives, à d'autres États, la diplomatie économique aboutit à des fruits positifs, à un bon environnement de business. Parfait. On vient de recevoir deux questions à propos de la pauvreté et du changement climatique. Qu'en est-il du changement climatique qui impacte de façon différente les différents pays et qu'en est-il de la pauvreté par rapport à la diplomatie économique? Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'incertitudes. Vous avez parlé du changement climatique, vous avez parlé de la pauvreté, il y a et ceci conduit à beaucoup de situations conflictuelles. Sur ce, la diplomatie diplomatique devrait y répondre afin d'améliorer les relations économiques et parvenir à davantage de stabilité et de situation de paix. Il convient de noter à cet égard que la mondialisation déploie ou révèle beaucoup d'améliorations économiques, mais dévoile également beaucoup de disparités et il n'y aurait de société ou d'État stable en la présence de beaucoup d'inégalités. Par conséquent, il faut que nous apportions notre soutien aux États qui souffrent de beaucoup d'inégalités, non seulement pour des raisons économiques, mais pour les aider à atteindre la stabilité dans leurs relations avec d'autres États. Parfait. Une autre question concernant les liens entre la diplomatie économique et entre l'économie des connaissances. Vous avez parlé du monde fragmenté et de la diplomatie économique. Comment la diplomatie économique pourrait contribuer à l'économie de la connaissance? Comment la diplomatie économique pourrait contribuer à la question de la diversification et aux questions de complémentarité? S'il vous plaît, répétez la première partie de votre question. On a une question sur les liens entre l'économie de la connaissance et la diplomatie économique. Est-ce que la diplomatie économique est au cœur de l'économie de la connaissance? Sinon, est-ce qu'on pourrait l'intégrer au sein de l'économie de la connaissance? La diplomatie économique
devrait bien sûr conduire ou produire des règles et des réglementations pour l'accès à l'information, pour le transfert des connaissances. Et il faut que la diplomatie économique garantisse l'accès de tout le monde à la connaissance, à l'information, à l'éducation, à la santé. Comment cela pourrait se produire à travers les instruments internationaux, à travers la négociation des traités internationaux entre les pays et les entreprises internationales. Autre question. On reçoit les questions de façon non structurée. Je vais prendre deux questions supplémentaires avant de conclure. Vous avez parlé du rôle des ONG en tant qu'acteurs non étatiques. Et les ONG, bien sûr, jouent un rôle pour remplir le vide ou combler le vide laissé par les États. D'autant plus que les ONG ne viennent pas de ces mêmes pays. Les ONG internationales n'ont pas un seul pays d'origine, où elles sont plus de 200 ONG internationales. Et les ONG internationales ne pourraient jamais remplacer les gouvernements ou les États. Elles doivent coopérer avec les gouvernements pour instaurer des règles, des réglementations. Les ONG devraient comprendre qu'elles ne pourraient jamais remplacer les gouvernements, mais qu'elles devraient travailler avec les gouvernements, et ces derniers devraient bien sûr écouter les ONG. Bien sûr, les ONG pourraient influencer l'opinion publique plus que les gouvernements. Donc, les ONG ne pouvaient pas implémenter leurs idées en l'absence des gouvernements, et ces derniers ne pourraient pas ne pas écouter les ONG. Parfait. Abdo, vous convenez avec moi sur le fait suivant: la collaboration et la coopération sont de nouvelles approches à adopter au niveau de la coopération internationale et de la diplomatie internationale. Quelles seraient vos remarques finales à propos des acteurs étatiques et non étatiques pour une diplomatie plus inclusive? Tous les acteurs sur la scène diplomatique à l'heure actuelle devraient suivre les principes de coopération, d'ouverture, au niveau des États. Il n'y aurait pas de paix et de stabilité en l'absence d'égalité. Il y a beaucoup d'inégalités au niveau de l'accès à l'information, à la santé, au niveau de l'information. Il s'agit là de l'objectif principal de tous les acteurs, qu'ils soient étatiques ou non étatiques. Il ne s'agit pas du devoir des gouvernements, mais il s'agit également du devoir des ONG, d'où la nécessité de créer une économie inclusive, un environnement économique et politique inclusif.
Cela me rappelle le livre Why Nations Fail. Nations fail, they don't create inclusive political institutions, economic. So I think that's you have to Pourquoi les nations échouent? Parce qu'il n'y a pas d'inclusion, d'où la nécessité d'un processus de développement inclusif à tous les niveaux. Sinon, il y aurait davantage de fragmentation et de risques de guerre et de conflits. En conclusion, la diplomatie économique n'est pas un concept nouveau, mais un point de départ pour, bien sûr, pour refaire les politiques internationales. Désolé encore une fois, Abdo, pour le retard dû à des problèmes techniques. Il s'agit là de la fin de notre séance sur la diplomatie économique dans un monde fragmenté. Dans 45 minutes, il y aura une autre séance avec Janina Bellner. Le sujet est transformer l'éducation pour assurer la préparation de la main-d'œuvre